Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons développer un sujet qui tient en fait à la fois de la géopolitique et de la technologie. Ce sujet concerne aussi l'Asie, parce que même si c'est pas produit en Asie, il concerne la Chine et il fait référence aussi à d'autres choses qui se sont passées récemment entre Taïwan et la Chine. Alors, le sujet dont nous allons parler, c'est un sujet assez complexe, qui a beaucoup de ramifications. C'est le sujet de ce que j'appellerais la guerre des câbles sous-marins, ou plus exactement les conflits en termes de câbles sous-marins, et la manière dont, à ce niveau-là, aussi également, on peut noter une forme d'axe, une forme d'alliance entre la Russie et la Chine, entre Moscou et Pékin. Alors, de quoi on parle exactement ? En fait, c'est un réseau qui est le réseau le plus dense et à la fois le plus invisible de nos communications, et qui est quelque chose d'aujourd'hui incontournable. Donc, selon Télégéographie, une société de recherche qui surveille le secteur des télécommunications, entre 400 et 600 câbles à fibre optique sillonnent les fonds marins de la planète sur une longueur totale de 1,4 million de kilomètres. Cela représente environ 35 fois le tour de la Terre, ces câbles sous-marins. Et donc, ces câbles, ils transportent plus de 95% des données mondiales de l'ensemble du trafic Internet international, y compris les communications vocales. On voit donc leur importance, leur aspect géostratégique, puisque ces câbles, en fait, sont susceptibles d'être altérés. Alors pourquoi l'usage de ces câbles ? C'est intéressant parce qu'on a souvent l'idée, en fait, que ces données passent en grande partie par satellite. En réalité, la prépondérance dans l'usage des câbles pour assurer le transport et la communication, donc 95% des données mondiales, de l'ensemble du trafic Internet international, c'est parce qu'en fait, la capacité de transport des câbles sous-marins est de l'ordre du terabit par seconde, alors que les satellites n'offrent généralement que 1000 mégabits par seconde et présentent en plus une latence plus élevée, c'est-à-dire un temps de réaction plus élevé. Il y a évidemment un revers de la médaille, c'est que la construction d'un système de câbles sous-marins transoceaniques multi-terabit typique coûte plusieurs centaines de millions de dollars, ces câbles, évidemment, en raison de leur coût et de leur utilité, sont très prisés non seulement par les entreprises, mais aussi évidemment par les gouvernements nationaux. Et c'est là qu'intervient cet aspect de conflit, cet aspect géopolitique. Les câbles sous-marins sont importants, évidemment, pour l'armée moderne, mais aussi pour les entreprises privées. L'armée américaine, par exemple, elle utilise le réseau de câbles sous-marins pour transférer des données depuis les zones de conflit vers le personnel de commandement aux États-Unis. C'est-à-dire que une interruption du réseau de câbles pourrait, en fait, on va dire, perturber grandement, amoindrir, voire interrompre les relations entre le terrain et l'état-major et les connexions entre les différents types d'armées. Donc, ces conduits qui transmettent tout, c'est des emails, transactions bancaires, secrets militaires, ils sont vulnérables aux attaques de sabotage et à l'espionnage. Et plusieurs cas récemment ont illustré le caractère hautement stratégique de ces câbles, cible privilégiée dans la guerre hybride qui se joue entre grandes puissances. Qu'est-ce qu'on appelle guerre hybride ? Ce qu'on appelle guerre hybride, c'est l'idée que entre le conflit létal proprement dit et on va dire l'agression, et on va dire entre le conflit militaire proprement dit et tout ce qui est du domaine de l'influence, en fait, il y a toute une zone grise qui fait que c'est un passage il n'y a pas une différence de nature entre la déclaration de guerre, entre la guerre proprement dit et la paix proprement dite, ou l'influence ou le software proprement dit. Il y a en fait tout un ensemble de degrés et il y a une manière de jouer en poussant la limite jusqu'à tout en essayant de ne pas franchir le cap de l'agression militaire. Et la Chine on va dire, excelle dans ce domaine-là, dans ce domaine de pousser la tension à la limite du conflit. On le voit dans mer de Chine du Sud, où par exemple les gardes-côtes chinois utilisent des lances à eau, ou directement les navires, ou aussi en Himalaya.
entre l'Inde et la Chine, où il y a interdiction d'utiliser des armes, mais il y a eu des armes blanches qui ont été utilisées, des gens tués avec du couteau. Donc c'est cette zone grise, c'est on va dire une zone un peu entre chien et loup, où entre le conflit militaire et la pression. Et la pression politique, il y a cette zone grise d'influence. Et évidemment, Taïwan, elle est un peu aux avant-postes, Taïwan est aux avant-postes de cette guerre hybride chinoise. Et pour la Chine, d'une certaine manière, ça sert aussi de terrain d'essai pour tester tout un ensemble de stratégies qui pourraient être ensuite étendues à d'autres zones. Et de fait, le risque que les câbles sous-marins puissent être impliqués dans un conflit entre la Chine et Taïwan, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en évidence l'année dernière, en février 2023. 2 câbles de communication qui reliaient Taïwan aux îles Matsu, situés à proximité de la côte chinoise, ont été coupés et les 14 000 habitants de ces îles ont été déconnectés d'Internet. Alors, les autorités taïwanaises ont déclaré qu'elles soupçonnaient un bateau de pêche, un cargo chinois, d'être à l'origine de la perturbation. Donc ça s'est passé à 1 an à Taïwan, mais ce qui nous intéresse, ce qui a fait l'actualité récente, c'est que ce type d'événement s'est produit, en fait, beaucoup plus proche de la zone Europe, puisque ça s'est produit dans la mer Baltique. Alors peut-être vous avez vu passer ces news récemment à ce sujet. Donc l'événement récent qui s'est produit dans la mer Baltique, c'est en fait quelque chose qui illustre ces potentialités aussi de l'amitié sans limite entre Pékin et Moscou. Pourquoi ? Parce que il y a eu un épisode de rupture de câble qui met en jeu les deux puissances. Et donc là, on est dans un cas de collaboration qui évidemment peut potentiellement déstabiliser l'Europe. Et donc le cas des câbles sous-marins ici est un exemple d'école. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines environ, 2 câbles sous-marins à fibre optique reliant la Scandinavie au continent européen ont été sectionnés, 2 câbles, c'est assez rare, à 24 heures d'intervalle. Ces câbles, ils reliaient la Finlande à l'Allemagne et la Lituanie à la Suède, en passant sous la mer Baltique, puisque donc ce sont des câbles sous-marins. Les responsables européens, on sait que sont très souvent prudents, ils ne veulent pas nommer les choses, mais le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, il a déclaré « Personne ne croit que ces câbles ont été sectionnés par accident ». Donc il parle d'une action de sabotage, mais il dit on ne sait pas encore qui c'est. Et il faut se rappeler qu'en août, des responsables russes ont averti que les câbles sous-marins et la perturbation d'Internet mondial étaient devenus une cible légitime. Donc ça a été une déclaration qu'il faut prendre en compte. Et une enquête qui avait été menée en 2023 avait révélé que la Russie exploitait une flotte de prétendus bateaux de renseignement dans les eaux nordiques soupçonnés de cibler des parcs éoliens et des câbles sous-marins. C'est-à-dire que il s'agit d'abord de faire le mapping de la présence de ces câbles et ensuite de pouvoir les couper. Et ce qui est intéressant, c'est que le bateau, à partir duquel auraient été activées ces opérations, donc les 2 câbles qui ont été coupés, donc ces 2 câbles qui ont été coupés à 24 heures d'intervalle sur la mer Baltique, en fait, c'est le bateau sur lequel ça a été fait, c'est un bateau chinois, mais qui est sous commandement russe. Donc on voit ici ces liens entre la Chine et la Russie. Donc c'est le Yipeng 3 qui a quitté le port russe d'Ust-Luga le 15 novembre, et la rupture du câble est présumée avoir lieu, on va dire, si on veut laisser le doute, le 17 novembre. Le bateau était censé arriver à Port Saïd en Égypte, mais en fait parce que très vite il y a eu un soupçon assez fort, le bateau il a été arrêté, il a été ancré dans les eaux danoises et l'armée danoise maintient une présence à proximité du navire. Maintenant, il est bloqué dans la mer Baltique entre les Danois et les Suédois. Et il faut se rappeler qu'en 2023, un câble à fibre optique entre la Finlande et l'Estonie avait été coupé et que cet incident avait aussi été imputé à l'ancre d'un navire chinois. Donc en fait, ça fait deux événements qui sont passés à un an d'intervalle de coupure des câbles qui mettent en jeu la Chine. La Chine a si on veut, une forme d'expertise avec le cas taïwanais et qui aussi
manifeste la nature nouvelle des liens entre la Russie et la Chine. Donc un bateau chinois sous commandement russe, pour couper des câbles européens, on est quand même là, à un niveau extrêmement préoccupant d'alliance avec une cible qui est la cible européenne. Et cet incident, ça montre évidemment que la perturbation des lignes de communication, c'est un facteur très important, essentiel de la guerre tactique, qui peut permettre de prendre le dessus sur les forces adverses. À ce niveau-là, depuis, il y a tout un rapport de puissance entre les États-Unis et la Chine, et depuis 2020, les États-Unis demandent aux pays de la région Asie, en fait, d'éviter de faire appel à des entreprises chinoises pour réparer ou poser des nouveaux câbles au fond de la mer. Et notamment, ils demandent à ces entreprises d'éviter, en fait, de passer par la zone qui est revendiquée par la Chine, cette ligne à 10 traits. Et au cœur de ces préoccupations se trouve plus exactement le chinois HMN Technology, qui est un nouvel entrant dans le domaine des câbles, où il y a pour l'instant, trois grandes entreprises, l'américain Subcom, le français Alcatel Submarine Networks et le japonais Nippon Electric Company. Et HMN Technology, il appartenait autrefois à Huawei. Et on sait que Huawei est aussi dans la ligne de mire des États-Unis. Et donc, on sait aussi qu'en septembre, cette année, les États-Unis ont fait pression sur le Vietnam pour qu'il évite d'utiliser HM Technology et que, en mesure de retorsion, en fait, la Chine a retardé l'approbation de permis accordés à des entreprises qui souhaitaient installer de nouveaux câbles sous-marins. Et ça, c'est important pour des pays comme le Vietnam, qui souhaitent remplacer des câbles vieillissants. Et qui sont tombés en panne à plusieurs reprises. Et la Chine, avant, permettait la pose de nouveaux câbles. Elle devait accorder un permis qui était donné en 10 jours. Et maintenant, voilà, ça peut prendre plusieurs mois, 4 mois, et ça peut même être rejeté. Donc, on voit qu'il y a une guerre des câbles qui est en train de se produire dans cette zone Asie, entre la Chine et les États-Unis, avec aussi des événements d'influence, d'action simultanée entre la Chine et la Russie au niveau de la mer Baltique. On voit que, véritablement, la guerre des câbles sous-marins, c'est quelque chose qui va sans doute prendre son ampleur au niveau géopolitique. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.